Excellent début du week-end à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, chef de l'État, Paul Kagame, s'est rendu ce vendredi dans les régions sinistrées dans les récentes catastrophes naturelles ayant endeuillé le pays, afin de réconforter les survivants. Patrick Nilidandi, qui a suivi pour vous et qui présente ce journal, vous propose de suivre ce reportage. Les dernières catastrophes naturelles qui ont frappé le pays avaient fait 130 morts, des centaines de blessés, des dégâts matériels sans précédent. Des pluies torrentielles ont entraîné des inondations, des écoulements de boue, des érosions qui ont emporté maisons ainsi que leurs habitants, mais aussi du bétail et des infrastructures. Ce vendredi, le président de la République, Paul Kagame, s'est rendu en district de Rubavu afin de rassurer les populations affectées. Il a indiqué aux populations sinistrées que le gouvernement rwandais continuera à se tenir à côté d'eux en les aidant dans la mesure du possible, leur promettant qu'avec leur coopération, il y a moyen de prévenir de telles catastrophes et de vaincre ces conséquences catastrophiques. Le président Kagame a visité divers endroits touchés par la catastrophe en vue de se rendre compte de l'ampleur du drame. Dans son allocution, le président Paul Kagame a déclaré que le gouvernement pensait constamment à eux et s'inquiétait de leur devenir. À leur tour, la population sur place a indiqué être satisfait des différentes mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'urgence causée par les précipitations et leurs conséquences. Parmi les préoccupations de la population, il y a l'interruption des activités, notamment scolaires, de leurs enfants, car les parents sinistrés ne peuvent plus payer les frais de scolarité pour que leurs enfants puissent retourner à l'école. Au cours de cette visite, le président Paul Kagame s'est également rendu à Mahoko, Mfunda et Nyundo et a visité des écoles endommagées par la catastrophe. En district de Rubavu, des sites ont été aménagés pour accueillir les sinistrés, notamment à Nyamyumba, Kanyefurgwe et ailleurs. Les résidents hébergés dans ces camps ont reçu un matériel de base domestique pour faire face à l'urgence, notamment des couvertures et du matériel de cuisine. Les enfants sont placés en famille d'accueil où ils reçoivent des cours quotidiens à l'absence de leurs parents. Ils bénéficient ainsi de tous les services de base, en particulier des services médicaux. Selon un bilan officiel, plus de 9000 personnes ont été touchées par la catastrophe et environ 6000 maisons ont été endommagées. Les habitants de certains villages modernes indiquent que le projet d'élevage de poules que le gouvernement leur a accordé ne produit pas le bénéfice escompté. Ils déplorent en effet leur mauvaise gestion par les coopératives qui les rassemblent. Les détails avec Kassim Issouf. Les habitants du village moderne de Gikomero en district de Gasabo sont membres de la coopérative Inyenyeri de Gikomero. Lors de leur installation dans ce village, ils ont reçu de la part du gouvernement 5000 poules pour élevage, mais il ne leur reste actuellement que 2000. Des fermes sont vides et les membres de la coopérative Inyenyeri admettent qu'ils ne gagnent rien de cet élevage. Hormis le fait que les poules nous appartiennent, nous ne savons rien d'elles. La gestion n'est pas du tout bonne parce que tout le monde pense à ses propres intérêts, alors que nous avons ici des personnes vivant avec un handicap qui devraient profiter des activités qu'on leur accorde. En arrivant ici, lorsque l'entrepreneur était encore là, chacun avait reçu à 2 reprises 50 000 francs rwandais, mais après son départ, plus rien n'a été donné. On nous donnait également des œufs et même les jours des fêtes, on nous en donnait. Maintenant, les œufs sont distribués tous les 3 ou 4 mois et parfois on nous donne des œufs cassés. Cet état de fait est également observé dans le village moderne de Karama en district de Nyarugenge. Le projet a débuté avec 7500 poules, mais il n'en reste que 3500
et les habitants s'interrogent sur la finalité de ce projet. Ceux qui gèrent ces projets indiquent que le coût élevé de l'alimentation des poules est responsable des pertes subies et soulignent qu'en 2018, par exemple, il fallait 70% du capital pour l'achat des produits alimentaires des poules et maintenant il faut 90%. Si certains villages ont des problèmes dans l'aviculture, il y a où les projets sont productifs, notamment dans le village Ayabaraya à Masaka, en district de Kichukiro. Le directeur général en charge de la planification et de l'inspection des activités au ministère de l'administration locale, Moringwa Prosper, souligne que le peu de connaissances dans la gestion des projets d'élevage de poules est la cause des pertes enregistrées. Nous sommes en train de travailler avec l'Agence rwandaise des coopératives et l'Office rwandais du développement de l'agriculture et l'élevage pour trouver des solutions aux problèmes de connaissances afin de pouvoir éviter les pertes. L'élevage des poules est un projet lucratif s'il est bien mis en exécution. Nous sommes tous d'accord que les aliments des poules coûtent cher, mais ce n'est pas seulement cela. L'opportunité avec l'élevage de poules, c'est que lorsque le coût de leurs aliments augmente, le prix de l'œuf augmente également, car à la ferme, il coûte 120 francs. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, un œuf coûtait 70 francs sans dépasser 80 francs. On comprend que la différence est due à la hausse du prix des produits de leur alimentation. Les projets d'élevage dans les villages modernes constituent la clé de la convivialité et la voie du développement des habitants de ces villages lorsqu'il y a une bonne collaboration dans leur gestion. Parlons à présent santé et technologie. Selon le ministère de la Santé, des nouvelles méthodes sont mises en œuvre pour connecter les informations des patients à l'aide de la technologie afin d'améliorer la prestation de services médicaux. Certains habitants de la ville de Kigali se félicitent également de l'introduction des nouvelles technologies dans l'octroi des services de santé, car cela a permis de rendre plus accessibles et efficaces ces services. Au centre de santé d'Elemela, un nombre considérable de patients est à la recherche de services de santé et sur place, ils sont reçus par un personnel qui utilise de nouvelles technologies, alors que dans le passé, le travail était fait de manière manuelle. Avant, nous avions l'habitude d'amener des documents en papier pour pouvoir bénéficier des services médicaux. Et lorsque vous êtes avec un enfant, ce dernier peut déchirer le papier ou y inscrire des informations médicales. Et aussi, des fois, l'écriture du médecin est difficilement déchiffrable. Et cela peut dérouter les pharmaciens ou les techniciens des laboratoires. Mais quand c'est écrit avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile à faire et à exécuter. Ces changements ont été bénéfiques à plusieurs titres. Lorsque je me rends à l'hôpital avec ma pièce d'identité, je suis certaine que toutes les informations pourront être facilement trouvées et que tous les restes seraient traités très rapidement. Et c'est bien le contraire auquel on devrait faire face avant, car nous devions attendre des papiers. Non seulement ceux qui reçoivent des services sont satisfaits de l'utilisation de la technologie, mais aussi ceux qui délivrent ces services. Ils sont heureux des changements obtenus grâce à l'utilisation de cette technologie dans leur travail. Avant, c'était difficile parce que nous avions l'habitude d'écrire dans des fiches qui étaient par la suite classées avec notre propre écriture. Et cette opération prenait beaucoup de temps car nous devions également nous assurer qu'ils payaient l'assurance. Mais depuis que nous avons commencé à utiliser la technologie, le traitement des dossiers est beaucoup plus rapide et efficace. Et nous pouvons facilement suivre les paiements et les patients peuvent aussi directement se rendre dans la salle de consultation. Et les résultats des laboratoires sont plus rapides et peuvent payer et aller récupérer leurs médicaments à la pharmacie. Lorsqu'un patient vient, nous avons déjà toutes ces informations dans le système et l'application qui se trouve dans cet ordinateur nous permet de suivre les patients
sur tout son parcours lorsqu'il arrive à l'hôpital, de la consultation jusqu'au laboratoire. Et ces mêmes ordinateurs nous aident à envoyer immédiatement les résultats aux médecins. La technologie nous a vraiment aidés de plusieurs manières, alors qu'avant nous étions obligés de suivre ces parcours avec des papiers et fiches. Afin d'améliorer encore les services dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé met en œuvre un programme visant à connecter les informations du patient à l'aide de la technologie, de sorte que partout où les patients cherchent des soins de santé, ils puissent accéder à ces informations. Par exemple, maintenant, toute personne qui se rend régulièrement dans un centre hospitalier, ces informations sont déjà stockées dans une base de données, de telle manière que tous les médecins peuvent y accéder et les traiter. Et cela réduit le temps que les patients passaient avec les médecins. Nous travaillons actuellement à la création d'un système où toutes les informations du patient peuvent être stockées et accessibles par tous les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, de sorte que lorsqu'un patient va dans un établissement de santé différent de celui qu'il fréquente d'habitude, le médecin peut accéder à ses antécédents médicaux. Nous avons commencé la mise en œuvre de ces systèmes dans certains hôpitaux. Mais bien entendu, le transfert de ces informations doit se faire avec un strict respect de la politique visant à garantir la confidentialité des informations du patient. Le ministère de la Santé note également qu'il travaille actuellement à la fourniture d'infrastructures technologiques aux centres de santé et aux postes de santé qui n'y ont pas encore accès, puisque près de 85% des soins médicaux sont fournis à partir de ces centres, jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau hospitalier. Place maintenant au secteur de l'éducation pour parler de l'inauguration ce jeudi d'un nouveau bâtiment de l'Institut d'études professionnelles IPRC Toumba, un bâtiment construit avec un financement de l'AFD, l'Agence française de développement. Les étudiants, tout comme les enseignants et agents du secteur de l'éducation, s'attendent tous à un grand impact positif dans ce domaine. Le détail avec Amandine Dikoumassabo. Dans cet institut, le Rwanda va renforcer avec un partenariat de l'AFD la capacité des étudiants en mécatronique, qui est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, de l'électronique, de l'automatique et de l'informatique en temps réel. Abialeme Juvenal, un des enseignants de l'IPRC, Toumba indique ce que ce bâtiment représente pour eux. Le bâtiment que nous avons ici est d'une importance capitale sur notre mission et notre vocation d'enseignement parce qu'il offre un espace adapté et qui est sur un standard considérable pour dispenser les cours dans les filières différentes, et aussi bien pour les techniques que nous enseignons dans le Rwanda Polytechnique à travers ces collèges et les IEPRC, et les langues, parce que la langue ne s'écarte pas donc de la vocation professionnelle des métiers. Lugam Marlène, qui poursuit ses études à IPRC Toumba, exprime sa joie par rapport au fait que ces nouvelles infrastructures soient venues comme une solution au défi du manque et de la rareté du matériel pouvant les aider à maîtriser les leçons apprises. Avant, nous n'avions pas assez de matériel, bien sûr avec des équipements pour faire assez de pratiques. Mais maintenant, ces bâtiments nous apportent trop de bonnes choses, comme assez de classes. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, a déclaré que cette réalisation vient renforcer les relations entre la France et le Rwanda, amorcées en 2021 par la visite du président français Emmanuel Macron au Rwanda. Effectivement, il y a eu cette réconciliation franco-rwandaise, elle a été rendue nécessaire par le regard qu'on a posé sur notre passé commun, par le rapport Duclerc, qui finalement, un peu comme le rapport News, conclut au fait que la France, malheureusement, a eu des responsabilités lourdes et accablantes dans l'enchaînement des faits qui ont rendu possible un génocide qui était prévisible. Ça a été admis par le président de la République, qui a endossé notamment les conclusions du rapport Duclerc. Et sur cette base-là, qui nous permet en fait d'avoir
un narratif commun finalement sur une histoire qui est commune, une histoire tragique malheureusement, on peut bâtir le présent et le futur. Hein. Et ce qu'on fait ici avec ce département donc, de mécatronique à l'IPRC de Tumba, donc qui dépend de Rwanda Polytechnique, c'est apporter, je dirais, des compétences qui sont nécessaires pour que le Rwanda puisse se doter de l'industrie dont il a besoin pour son développement et puisse avoir surtout la main-d'œuvre de techniciens et d'ingénieurs compétents pour pouvoir créer des machines ou maîtriser des machines. Notamment, il y a des machines-outils à commande numérique là, qui sont tout à fait impressionnantes. Ilile Claudine, secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, souligne que ce nouveau bâtiment inspire de l'espoir pour une meilleure qualité d'éducation en termes d'études professionnelles. turizera yuko bizanatuma umubare w'abitabira amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro wiyongera. Nous espérons qu'il y aura un grand nombre de ceux qui vont poursuivre ces études, car en principe, l'enseignement va de pair avec le matériel et relatif. C'est rare que des étudiants soient intéressés par des établissements sans matériel quand il s'agit d'études professionnelles. Mais ici, comme vous avez tous vu, IPRC Tumba donne espoir dans le domaine d'éducation. Mwahasuye mwahabonye haraduha icyizere kandi twese twabonye ibikoresho bihari. À part l'IPRC Tumba, des bâtiments similaires sont en cours de construction à Karongi et Kitabi. Ce projet du gouvernement français est mis en œuvre par l'Agence française de développement. Les députés de la Commission des finances et du patrimoine de l'État et les ministères des Sports ont ensemble analysé l'avant-projet du budget destiné au secteur de sport pour l'exercice 2023-2024. Les parlementaires ont demandé à ce ministère à bien mettre en relief les activités dont le budget alloué est insuffisant alors qu'elles sont essentielles, afin qu'un plaidoyer à leur faveur soit fait, suivant le récit de Kassim Youssouf. La ministre des Sports, Mouniaga Mimosa Aurore, a dit aux parlementaires que tout le budget du dernier exercice dont son ministère et d'autres institutions avaient besoin pour mettre en exécution des programmes sportifs n'a pas été reçu et que de telles lacunes sont observées dans le présent avant-projet du budget du prochain exercice en élaboration. Nous incluons ici les activités non réalisées comme les matchs amicaux et les préparations d'équipe qui ont été faites selon le budget dont nous disposions. Tous ces défis ont également été signalés l'année dernière. Les députés ont demandé à son ministère à bien présenter les activités qui n'ont pas reçu de budget nécessaire afin que, lorsqu'il sera disponible, elles puissent figurer parmi les priorités. Dans les documents fournis après analyse, il y avait 20 projets non budgétisés et il serait préférable que chaque projet soit détaillé, en particulier son calendrier, et qu'il démontre également le budget prévu et les lacunes disponibles pour que nous puissions en assurer le suivi. Dans l'avant-projet du budget 2023-2024, un budget de 19 657 894 246 est alloué au volet sport et culture, dont l'exécution concernera le football, les sports des mains, dont le basketball et le volleyball, le cyclisme, l'athlétisme et la promotion des jeunes talents par l'intermédiaire du programme Isonga. Dans le cadre des sports et la culture, on se focalisera sur les activités essentielles suivantes. Il y a la promotion des loisirs en construisant et en réhabilitant des terrains de jeu, la réhabilitation et l'agrandissement du stade Amahoro, faire la sensibilisation pour la sélection des enfants ayant des talents dans différentes activités sportives, préparer et participer aux compétitions internationales et régionales. Le ministère des Sports indique qu'il va construire des terrains de jeu dans des 100 cellules un peu partout dans le pays dans le cadre du développement des sports. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.